Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la violation de domicile. Vous allez voir, c'est une notion importante. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis expert en droit immobilier et en fiscalité immobilière. Alors pourquoi une vidéo sur la violation de domicile? Eh bien tout simplement, à l'heure où parfois nous constatons des loyers impayés sur de longues périodes, et un de mes conseils pratiques c'est toujours de souscrire une garantie loyer impayé. Je pense que c'est une des meilleures assurances pour pouvoir dormir l'esprit tranquille. Eh bien certains propriétaires exaspérés par la lenteur des procédures et surtout ayant un certain sentiment d'injustice sont parfois tentés de reprendre eux-mêmes possession de leur logement. Il ne faut pas faire ça et je vais vous expliquer pourquoi. Et je commence par vous citer l'article du Code pénal qui est applicable en la matière, puisque c'est ce que vous risquez si jamais vous décidez de vous faire justice vous-même. En la matière, c'est l'article 226-4 du Code pénal qui prévoit que l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, c'est-à-dire quand c'est par exemple la force publique, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc déjà, ça donne à réflexion. Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa est puni des mêmes peines. Donc je vais vous expliquer ça dans le détail. Et enfin, troisième alinéa de l'article, constitue notamment le domicile d'une personne au sens du présent article, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué selon moi, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non, et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non. Alors, on a vu les peines, ça c'est relativement simple. Je vous rappelle toutefois, et ça c'est une question tout à fait pratique, que les peines qui sont mentionnées dans le code pénal sont toujours les peines maximales. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous commettriez telle ou telle infraction que vous seriez automatiquement condamné à 3 ans de prison, fort heureusement. Le juge a un pouvoir d'appréciation. De plus, l'infraction pénale suppose la preuve de la volonté de commettre l'infraction normalement. Donc, pas d'inquiétude non plus outre mesure. Ceci étant, ce qui nous intéresse particulièrement, ça va être la notion de domicile. Tout d'abord, là, je viens de vous citer la définition. Ensuite, comment récupérer son domicile et quelle est justement la définition du fameux domicile. Vous l'avez vu, au sens du présent article, c'est un domicile qui contient des biens meubles appartenant à la personne qui y réside. Alors on pourrait se dire déjà, si c'est un bien meublé, ça peut être le domicile de la personne, mais elle n'y a pas forcément des biens meubles. Et si, parce qu'en réalité, quelqu'un qui habite en loyer et en résidence principale, loi de 89, même si c'est un bail meublé, va amener ses propres affaires. Or, par exemple, des vêtements, ce sont des biens meubles. Ça veut dire que dès lors qu'on y a installé ses propres biens, peu importe que ça soit un logement loué en nu ou loué en meublé, l'article 226-4 du Code pénal est applicable et ça constitue un domicile au sens du présent article. D'accord? Ça, c'est pour vous donner un petit peu le cadre légal. On ne pourrait pas essayer de discuter sans fin pour savoir si c'est le domicile ou non. Ça, c'est la première chose. Évidemment, pourquoi il ne faut pas le faire et pourquoi cet article existe? Parce qu'il y a un principe de droit quand même en France selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même. Donc, ce n'est pas à vous de régler ce genre de choses et on peut déplorer que la justice soit lente, certes, mais c'est au juge et aux auxiliaires de justice comme aux commissaires de justice, anciennement huissiers de justice, de faire le nécessaire pour pouvoir, à l'issue d'une procédure d'expulsion en bonne et due forme, mettre dehors les locataires. La problématique, c'est évidemment la lenteur et le coût de ces procédures. Encore une fois, vous le comprenez bien, il y a des sanctions lourdes. Régulièrement, la presse se fait l'écho alors ça fait toujours les gros titres, vous savez, on ne parle jamais des X% de loyers qui sont payés à la bonne heure, etc. C'est un peu comme les trains, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Par contre, s'il y a une procédure qui dure excessivement long et qui met en difficulté un propriétaire bailleur et que celui-ci, justement, va mettre dehors pour reprendre possession de son logement les affaires en l'absence des occupants, bien évidemment, eh bien, ça va faire les gros titres des journaux. Et sachez que les tribunaux sont ont la main lourde pour ce genre de choses. Récemment, dans une décision qui a fait les titres de la presse, justement, un propriétaire a été condamné à 60 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte des biens de l'occupant.
Donc les occupants ne réglaient plus le loyer. Et il faut savoir que je vous ai cité l'article du code pénal, mais qu'en plus, l'occupant, qui ne paye plus ses loyers, c'est l'hypothèse que je vise dans cette vidéo, peut réclamer des dommages et intérêts en se constituant partie civile. Ça veut dire que vous pouvez avoir une double sanction. La sanction prévue par le code pénal, éventuellement une peine d'emprisonnement, peu probable. En tout état de cause, si vous n'êtes pas un délinquant multirécidiviste, ça sera une peine d'emprisonnement, éventuellement avec sursis, et plus vraisemblablement une peine d'amende pour vous sanctionner. Mais ça, c'est le procureur qui va réclamer ces peines à votre encontre. C'est la sanction prévue par le code pénal. En revanche, si l'occupant démontre qu'il a subi un préjudice du fait de son expulsion illégale, parce que c'est de ça dont on parle, hein. C'est une violation de domicile dans ce cas précis, parce que vous voulez reprendre le logement pour le relouer, parce que vous êtes exaspéré que votre locataire ne paye plus depuis des mois, voire des années. Eh bien, dans cette hypothèse, l'occupant peut réclamer une indemnisation au titre du préjudice qu'il subit. Alors, comme à chaque fois en droit français, il devra prouver son préjudice. Le problème étant, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de tribunaux qui ont un parti pris en faveur des locataires. Et récemment, j'ai trouvé cette somme absolument exorbitante, 60 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, et donc notamment de la perte du mobilier, des meubles. Dès lors que les locataires ne payaient plus le loyer depuis des mois et des mois, on peut penser qu'ils étaient en difficulté financière et qu'ils n'avaient pas de quoi s'acheter des choses pour un montant aussi délirant. Qui est assuré d'ailleurs parmi vous pour 60 000 € au titre de votre habitation principale pour les biens meubles du logement. Vérifiez dans vos contrats, je pense que vous seriez surpris. Et normalement, lorsque vous souscrivez votre assurance habitation, évidemment, votre assureur vous demande le montant de l'assurance pour les biens meubles. Donc, je reviens à cette décision, 60 000 € de dommages et intérêts. Ça veut dire que non seulement la propriétaire peut être condamnée par l'État, mais elle a été condamnée à indemniser, alors même qu'elle ne perçoit plus les loyers des occupants, une somme de 60 000 € au profit des 10 occupants qui, dans ce cas précis, me paraissaient être plutôt malhonnêtes. Donc il y a un vrai déséquilibre. Moralité, vous prenez un grand risque en ne respectant pas la loi. Évidemment, en tant qu'avocat, je ne peux que vous inciter à respecter la loi. On pourrait ensuite essayer de rédiger un contrat de bail qui permette de limiter ce risque. En réalité, c'est très difficile parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas rédiger un contrat de bail qui aille à l'encontre des prévisions du code pénal. En revanche, il y a un cas un petit peu connexe, c'est le cas notamment de la location courte durée où vous allez louer un logement pour une courte durée et ça ne constitue pas la résidence principale et donc le domicile non plus des occupants. Donc à mon sens, cet article du code pénal ne serait pas applicable à une expulsion de personnes qui restent illégalement au-delà de quelques heures supplémentaires dans votre logement en location de courte durée. Alors c'est tangent, je vous le dis tout de suite, et je ne vous conseille pas non plus dans ce cas précis d'expulser manu militari, donc avec la force, hein, sans le concours d'une procédure, les occupants qui se maintiennent illégalement dans un logement de courte durée, Airbnb. En revanche, à mon avis, ce serait vainement, si jamais ça arrivait, que des locataires de courte durée, des voyageurs concrètement, pourraient invoquer cet article pour vous poursuivre pénalement devant les tribunaux sur le fondement de la violation de domicile, puisque par hypothèse, un logement loué en courte durée ne peut pas constituer le domicile du voyageur. Vous voyez, c'est un petit peu délicat. Alors, suite au vote de la loi dite Kasbarian, c'est-à-dire la loi qu'on appelle anti-squat de 2023, nous avons une autre disposition du code pénal qui est venue justement sanctionner le maintien dans les lieux. Et cet article est l'article 315-1, qui est donc un article nouveau. Il date du 27 juillet 2023, qui prévoit que l'introduction d'un local à usage d'habitation, et c'est là une nouveauté, ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes, hors les cas où la loi le permet, comme d'habitude, c'est-à-dire la force publique principalement, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. Cet article, qui est récent, vient compléter en fait la loi et cette fois-ci est en faveur des propriétaires bailleurs, puisqu'il vise expressément le cas de l'introduction illégale dans
un local, mais il est beaucoup plus large puisque l'article précédent concerne la violation de domicile, tandis que là, on vise par exemple un local à usage commercial ou professionnel qui, à l'évidence, ne peut pas constituer le domicile du squatteur. Donc on comprend bien que la loi dite Kasbarian, du nom de son principal promoteur, du député qui l'a poussé, entre guillemets, cette loi est venue renforcer les droits du propriétaire. Alors ça ne règle pas tout, j'aurai sans doute l'occasion de faire une vidéo spécialement sur la loi Kasbarian et les délais qu'elle a mis en place. Normalement, on peut virer des squatteurs en 72 heures. Alors, je vous la fais courte, c'est un peu plus complexe que ça, mais cette loi est venue un petit peu rééquilibrer les choses en faveur des propriétaires. Et je pense que les manœuvres pourraient constituer une manœuvre, le fait de se maintenir illégalement dans un logement en courte durée, à condition bien sûr, et je reviens toujours sur l'importance des baux, puisque lorsque vous contractez avec un voyageur via une plateforme comme Airbnb ou Booking ou Abritel par exemple, pour citer 3 très connus, vous ne concluez pas littéralement de contrat tripartite entre la plateforme, vous-même et votre voyageur. Il faudrait, à mon avis, pour bien faire les choses, intégrer un contrat de bail signé à distance avec le voyageur via par exemple une signature électronique, histoire de bien cadrer vos droits. Et dans ce cadre-là, rien ne vous empêcherait, puisque le contrat de location en courte durée est totalement libre dans sa rédaction, d'inclure des dispositions faisant référence à cet article 315-1 sur le squat. Ce qui vous permettrait justement, en cas de maintien illégal dans les lieux, de réduire considérablement les risques de maintien dans les lieux de votre logement en courte durée. Vous le voyez, le sujet est relativement vaste. Je n'ai pas la prétention en une vidéo YouTube de quelques minutes de tout épuiser. N'hésitez évidemment pas à commenter la vidéo et à me poser des questions, mais je vous renvoie pour une argumentation plus détaillée à mon groupe Jurissimo Invest. Et en tout état de cause, j'ai eu aussi l'occasion de faire un épisode spécial sur l'abandon du domicile, puisque un sujet connexe de tout ça, c'est comment récupérer mon logement lorsque le locataire est parti, sans rien me dire, sans faire d'état des lieux et sans me redonner les clés. Eh bien, ça s'appelle un abandon de domicile et j'ai eu l'occasion de faire, disais-je, dans un épisode spécial du droit d'investir, mon podcast pour investisseurs et pros de l'immobilier, justement un point complet avec de la jurisprudence sur la procédure de reprise du logement qui est abandonné. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apporte des informations utiles. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.